Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien dans cette émission. On s'y retrouve. Et oui, on a repris du service. Ça y est, Claude, tu vas bien? Je vais très bien. Tu es avec nous pour une émission un petit peu différente. On va traiter d'un peu de technologie aujourd'hui. Oui, ça va être pas mal. Ça me fait déjà mal au cerveau. Là. Nathalie, ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir, plutôt oui, moi aussi. Tu es rayonnante. Ah, ça fait plaisir. Ah, mais vrai. J'ai été vraiment touchée que tu m'aies invitée sur une émission sur la technologie. Mais tu sais pourquoi aussi? Ouais. Parce que pour moi, alors Caro aime bien aussi. Moi, je réfléchis aussi de mélanger, Gafi, etc. Mais toi, tu es sensible aussi aux nouvelles technologies au vu de ton... Oui. À l'époque, tu gérais la communication. Oui, c'est C'était vrai. pas mal Oui, aussi c'est dans vrai. tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça. Ça fait appel à de la technologie. Donc voilà. Hein. Ça a réfléchi depuis. Ah ben, ça a réfléchi. Ah On a voilà. tout vendu depuis. T'as tout vendu, c'est ça. C'est ça, t'as tout vendu. Ah bah tu me diras. Et papa, tu vas bien? Oui, alors moi je ne comprends pas ce que je fais dans cette émission parce que alors je Si, suis c'est la même pas couverture fichu de faire spirituelle. fonctionner mon téléphone. C'est comme avec Claude, c'est la couverture spirituelle. Avec Ah, Ben. ouais. Ah non, il y a c'est besoin ça, de vulgariser, c'est-à-dire que Je suis là pour ça. ça sera l'état. Non mais ça sera l'état. Donc s'il comprend, c'est que c'est vulgarisé. Les scods ils volent bas là, hein, déjà ça commence. Hein. Bah tu viens de le dire toi-même. Oui, non mais c'est juste. Ah bah voilà. Ça valait pas la peine de me faire exploser dès le départ. Tu vois. Bon, alors tout à l'heure on aura un invité qui va vraiment nous expliquer sur l'intelligence artificielle, les amis. C'est un sujet. Voilà. Il a dit qu'il sait pas utiliser son téléphone. Il est accro à son téléphone. Mais c'est bien pour la technologie. Si tu peux le de couper. voir comment il est dépendant mettre en de la mode- technologie. Sorry. Il est très accro. Très Et on accro va- et dépendant. Ni- ni- Ah, du si, tout. si, on va y venir. Come on, Merci come on. Sam Alors- pour l'introduction. Justement, tout à l'heure, on va parler de l'intelligence artificielle. On va venir avec Pierre-André, qui est un frère de l'Église, qui est quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet, même s'il dira que non. En tout cas, il connaît sûrement plus que chacun d'entre nous, ça c'est sûr. Bah, c'est bien. Il y a des éléments de technologie qui sont un peu impressionnants. Il y a notamment dernièrement l'IA qui a réussi à faire une avancée scientifique, en tout cas une découverte, notamment un nouveau matériel pour les batteries. Peux-tu préciser ce qu'elle y a? Mais on va le préciser tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que cette intelligence-là, elle a permis de trouver un nouveau matériel pour les batteries. Elle a accéléré le processus qui, aujourd'hui, les gens diraient ça aurait pris des années. Eh ben, l'IA, en quelques jours, quelques semaines, Ouais, c'est a ça. découvert ce nouveau matériau qui va changer tous nos ordinateurs, etc. hein. Ça va vite changer les choses. Il a réduit le taux de lithium, je crois, d'une batterie qui est à 70% Oui, j'ai vu ça. à 20 ou 30% grâce à cette découverte-là. Donc, ça va vraiment avoir un impact prochainement fort. Tout ça avec ces technologies. Ce qui m'amène à cette réflexion. Parce que aussi, parce qu'on parle d'IA, je regardais dernièrement un reportage sur les Amish et je me disais, mais est-ce que toutes les technologies sont bonnes à prendre? Est-ce que la technologie, les avancées, les progrès, c'est systématiquement une bonne chose et aussi à quel prix? Parce que il y a des prix de découverte qui ont été extrêmement violents. Il y a eu des découvertes qui ont été faites sur des animaux et sur des humains. Je pense notamment à des découvertes scientifiques aussi. Bah oui, comme Malheureusement, il Einstein, faut le dire, lui-même, par rapport à des découvertes scientifiques, mais notamment sous le régime nazi, il y a eu des drames, mais ça a amené des découvertes. Donc, est-ce que les avancées et les progrès sont toujours de bonnes choses? Et je voudrais vous écouter déjà dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous veillez à ça ou pas du tout? Quand il y a quelque chose qui vous aide, qui vous facilite la vie, vous le prenez. Moi, oui. Merci. Non, mais franchement, si je devais recommencer à faire du béton comme mon père l'a fait, non, merci, quoi. Tu fais du béton comment? Non, mais je fais du béton avec une bétonnière. Ou je fais une toupie. Mon père a tout fait à la main. Ouais. Donc, sincèrement, à choisir entre les deux, je préfère la toupie. Donc, mais donc pour toi, tu pars du principe que tous les progrès technologiques sont bons. Tous, hein, j'ai pas fait l'inventaire de ceux qui pourraient ne pas être bons. Je pense surtout ceux qui seraient des inventions qui seraient inutiles. Hein, c'est des choses inutiles. De concours, l'épine connaît peut-être. Ah bah ouais. Il y a des choses très bien, mais aussi sont- des inventions inutiles. Cette année, ils proposent une douche Oui. qui, tu l'as vue celle-là? Non, pas encore. Qui non. garde, donc elle te vide 5 litres d'eau. Et ensuite, tes 5 litres d'eau, ils repassent dans le système, ils te le purifient, ils te le renvoient. Ah ouais. Tu n'utilises que 5 litres d'eau, même Mais si il y a tu aussi prends une la heure de Ah douche. ouais, c'est La boucle l'idée d'oreille, du papier rouleau, recyclage. papier WC, là, tu sais, la boucle d'oreille, papier WC pour se moucher. Ah bon? Oui, ça existe. Ouais. Ah oui, alors ça, je pense pas que ça va beaucoup de monde. mais- N'est-ce pas? Bon,
c'est rigolo, mais c'est pas utile, quoi. Ouais. Donc, mais je pense quelqu'un a fait ce calcul un peu, vous savez, c'est ce calcul un peu foufou sur, par exemple, quelle est la masse de travail entre un homme qui est né en 1900 et un homme qui est né en 2000. Eh ben, l'homme de 2000 peut faire 1875 fois plus à cause des progrès technologiques. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je suis très content que, par exemple, mon dentiste, il soit équipé correctement. Parce que j'ai beaucoup moins mal et... T'as beaucoup plus de dents aussi. J'ai beaucoup plus de dents aussi, donc je suis pas trop malheureux que finalement j'habite un pays avancé, avec une technologie avancée. Je me rappelle des années où je suis dentiste avec horreur, parce qu'il y avait toujours une piqûre à la clé. Aujourd'hui, il me dit non, ne vous inquiétez pas, et effectivement, il le fait, pas seulement à cause de la dextérité, mais à cause du matériau, à cause du matériel qu'il a à disposition pour soigner ma bouche. Donc, je suis pas malheureux, quoi. Nathalie ? Oui, alors pour résumer, c'est vrai que tout de suite, lorsqu'on pense, nous, à la technologie, on pense au lave-linge, par exemple, qui est apparu dans les années... C'est un grand progrès pour les femmes. Ça, c'était le grand truc pour les femmes. Et ça a permis aux femmes de faire autre chose. Donc, on peut dire qu'effectivement, la technologie va nous permettre de faire peut-être, finalement, plus de choses avec moins d'efforts. Ouais. Et c'est en cela où l'humain, en fait, tu ne peux pas l'empêcher de faire des progrès technologiques. L'humain, il est là pour inventer, pour innover. Et au final, c'est vrai que beaucoup d'innovations ont quand même permis aussi, par rapport à la malnutrition, par exemple, aussi, ça a permis. Aujourd'hui, il y a des start-up, elles ne sont pas toutes un peu farfelues, les start-up, elles peuvent inventer des choses extraordinaires. Ils ont découvert qu'il y avait une algue dans la mer qui peut broyer en fait le plastique, de sorte à ce que ce plastique, après, une fois digéré par cette algue, ressorte pur et qui ne pollue plus la mer. Donc ça, c'est des découvertes de l'existant. Donc ils ont inventé une manière à ce que cette algue se propage davantage et permette de dépolluer la mer. Donc voilà, il y a des choses extraordinaires, ça c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis, parce que les progrès technologiques, ça fait écho aussi au Dieu qui est créateur, qui aime créer toutes ces choses-là. Ouais, et on a été fait à l'image de Dieu aussi. Ouais. Donc pour ça, c'est ancré en nous. Après, tout dépend quel est l'état du cœur de celui qui a une innovation entre ses mains. C'est toujours pareil. Je parlais tout à l'heure de Albert Einstein, qui a quand même développé en fait la puissance nucléaire finalement. Lui, à la base, il n'avait pas du tout l'intention d'une bombe atomique en fait. Et c'est venu après, malheureusement, un objet destructeur. Lui, pour sa recherche, c'était le goût de la recherche, Einstein, vraiment. Donc, tout dépend effectivement ce qu'on en fait après. Mais est-ce que donc toi, tu aimes la technologie, tu aimes utiliser les technologies ? Je m'intéresse, c'est vrai que ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Et toi, papa ? Bon, je rejoins un peu ce qui a été dit. C'est certain que la vie est plus... Alors, est-ce qu'elle est plus agréable ? Je ne sais pas. Puisque la technologie a aussi fait automatiquement apparaître de nouveaux stress, de nouvelles maladies... de nouvelles difficultés. Donc, je ne sais pas si le confort global est forcément toujours aussi bon que ça, puisque quand je parle avec les plus anciens, ils me disaient, mais avant, on n'avait pas tout ça, et qu'est-ce qu'on était heureux. Plus de temps quand même. Qu'est-ce qu'on était heureux. Alors, tout dépend de ce qu'on considère. C'est quoi la qualité de la vie ? Qu'est-ce qui rend un homme heureux ? C'est ce que les amis disaient dans le reportage que j'ai vu. Maintenant, c'est sûr que de pouvoir se faire soigner sans avoir de douleur, évidemment, ou de pouvoir prolonger la vie de quelqu'un parce qu'on sait comment intervenir. Je dirais que la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Avec un marteau, on peut construire une maison ou défoncer la tête du voisin. C'est toujours qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, le problème, c'est qu'avec les découvertes et puis avec le progrès, on se rend compte finalement des méfaits du progrès qu'une fois qu'ils sont faits. C'est un peu comme les regrets. Ils viennent après. Mais il y a cette réalité-là. Je vois mal l'homme dire « je refuse de découvrir ça ». Ouais, parce qu'il ne sait pas encore. Il y a la curiosité. Il y a la curiosité, il y a ce que tu as dit tout à l'heure, c'est inscrit en nous, ce besoin de créer. De découvrir. Donc... Maintenant, il y a quand même, comme dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des découvertes qui ont été faites au détriment, par exemple au détriment d'êtres humains. Pendant la guerre, on a fait des progrès énormes. Mais justement, les guerres ont toujours été des moments de progrès. D'où la question, est-ce que cette quête du progrès est toujours bonne ?
si elle amène des drames comme ça. Exactement. Mais le problème, c'était, par exemple, les guerres, c'est pas forcément une quête du progrès. C'est un besoin victoire. De dominer l'autre qui va rendre l'homme extrêmement inventif. Les motivations, quoi. Les motivations ne sont pas bonnes. Non, mais je parle par exemple des découvertes scientifiques qui ont été faites, les tests ont été faits sur des juifs dans les camps de concentration. Et des découvertes qu'on utilise ça, aujourd'hui. c'est sûr. C'est dramatique. Dès lors mais qu'on justement, c'est la déshumanise, question. Dès lors qu'on déshumanise, je pense que de toute façon, on a la réponse. Dès lors que l'homme devient un objet, un produit, dès lors que l'homme il n'est plus en fait respecté, dès lors que l'animal n'est plus respecté non plus, je pense dès lors que le vivant n'est plus respecté. Tu vois, des grands progrès de l'humanité ont eu lieu parce qu'à l'époque, ouvrir le corps en tant que chrétien, dans le monde chrétien, ça se faisait pas. Mais au moment des premières dissections, c'est là où il y a eu énormément de progrès parce qu'on a pu voir ce qui se passe à l'intérieur. C'était pour eux un scandale. Là, pour nous aujourd'hui, ça nous semble courant. Normal même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu la mentalité qui a changé. Maintenant, la mentalité, j'espère qu'elle ne changera pas quand on se dit il faut torturer des gens, parce qu'il y a eu des gens, ils ont souffert. On a voulu voir, je rappelle quand même que certaines manières de torturer les gens, l'impact du corps, comment fonctionne le cerveau, ça a été lié à des tortures directement. Et on torturait les gens pour ça. Donc, il y a des progrès qui sont liés à des choses terribles, dramatiques. Moi, ça me fait penser forcément à ce passage de la Genèse, que tous les problèmes ont commencé à partir du moment où ils ont goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Le déclin, la chute a produit quand même cela, parce qu'ils voulaient être comme des dieux, en fait. Ouais. Et donc, être comme des dieux, c'est prendre le pouvoir. Certainement, mais je pense que quand on parle de ce verset-là, la connaissance du bien et du mal, c'est en fait de s'arroger la capacité ou la possibilité de déclarer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Est-ce que la connaissance en soi est mal? Je ne suis pas sûr. Et après, parler de l'intention, en fait. Par contre, de pouvoir dire après, de se faire Dieu, de s'arroger le droit d'appeler ceci est bien et ceci est mal, je pense que là est le problème de cette notion. Donc la connaissance en tant que telle, je ne pense pas qu'on puisse éviter le progrès de la connaissance. Ouais. Daniel, le prophète, en parle qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera et elle augmente à une vitesse phénoménale. Elle double tous les 2 ans, je crois. Ouais, il me semble que c'est encore tous accéléré. Bref, je ne suis pas sûr de ce chiffre-là, mais là où tu as raison et là où on te rejoint tous, c'est sur la déontologie de la recherche. Est-ce qu'on peut se permettre le droit de souffrir des gens ou des animaux pour aboutir à des résultats? J'avoue que, d'abord, je ne connais pas tout ce qui a été fait, tous les bénéfices que l'humanité aurait eu à cause de cela, mais même si c'est des bénéfices, la méthode pour y arriver n'est pas juste, c'est condamnable. Donc non, il ne faut pas. Il faut pas. Il y a aussi pour moi dans la question du progrès technologique, c'est que, tu vois, quand je regardais ce reportage sur les Amish, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait la paix intérieure, on ne la trouve pas quand on est connecté au monde entier. On la trouve quand on prend le temps. Alors oui, ils font moins, mais est-ce qu'il faut toujours vouloir faire plus? Est-ce qu'un homme qui fait, combien t'as dit, 1890 fois plus? 75 fois plus. 1875 fois plus aujourd'hui que dans les années 1800, mais est-ce que c'est ce qu'il faut toujours faire? Parce que j'ai l'impression qu'on est, des fois, je vais le dire comme ça, mais encore plus des vaches à traire. Et des fois, le progrès technologique peut encourager ça. On est constamment dans un système qui nous met sous pression. Et à l'inverse, tout à l'heure en off, tu parlais de domotique. Des fois, le progrès encourage la paresse. Et trop de technologie chez soi à la maison, des fois, on nourrit une forme de paresse aussi. Ouais. Alors, comment ou du moins faire autre chose qui ne nous est peut-être pas ou de l'oisiveté, de l'oisiveté. Au lieu de laver le linge, alors je caricature, mais au lieu de laver le linge, tu regardes la télé. Bon, c'est pas du temps Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Mais ça, c'est la responsabilité. Là, c'est une question de responsabilisation. Pour moi, ce sujet-là, il peut même être philosophique. Mais tout le temps dans notre société, justement, vouloir prendre le plus de temps pour les loisirs, pour ne rien faire, pour le divertissement. Mais c'est contraire à ce qui est bon pour l'être humain. C'est contraire à notre Tu vois, par exemple, moi, j'ai acheté un aspirateur robot. Je l'ai acheté parce que ma femme, elle travaille. Moi, je travaille, on a beaucoup moins de temps, donc de temps en temps, il aide à garder à peu près les trucs à peu près propres. Mais si on le fait pour ne rien en faire... Par exemple, je ne voudrais pas acheter une tondeuse robot, en tout cas pour l'instant, même si ça me prend du temps, parce que moi, le fait de le faire,
Ça me vide l'esprit. Mais ça dépend de la taille du terrain que tu as à faire. Et puis quand tu réfléchis à la fin, c'est pour posséder toujours plus, puisque pendant que lui, il tombe, moi, je peux faire autre chose pour acquérir encore plus. Mais ça, c'est une course sans fin. Ça montre aussi le vide dans le cœur humain. Il en faut toujours plus, pour qu'il y ait une forme de... Le matérialisme, pour qu'il y ait une forme de satisfaction. Mais quand tu as tout, c'est toujours encore vide. Si tu n'as pas l'essentiel. Après, tu parlais de technologie ou d'invention. Je trouve que certaines inventions sont directement liées à des cœurs tordus. À des vices. Par exemple, à vouloir toujours connaître la vie de l'autre. Donc, on veut connaître la vie de ta vie. Donc, on va te donner une possibilité de mettre ta vie, les réseaux sociaux, ta vie à disposition des autres. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu fais? J'ai vu des trucs du style, je pars aux courses. Bah, pas aux courses, ça m'est égal. Ça m'est... Mais une bonne course alors, tu vois. J'ai trouvé les tomates à 2,55 € et l'autre qui répond, moi, 2,65 €. Mais c'est sur du long terme que tu le vois, tu vois. L'inventeur de Internet, il dit, mais jamais, il dira, parce qu'il est décédé, jamais j'aurais voulu, jamais je pensais que ce que j'ai créé donnerait ça. Et si j'avais la possibilité aujourd'hui, je ne le créerais pas. Difficile de maîtriser le progrès. De l'autre côté, c'est sûr que si je pense, moi, à ce qui me préoccupe, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est un moyen formidable pour atteindre beaucoup de gens. Et en même temps, mais c'est un moyen formidable pour semer beaucoup de confusion. Parce que tu peux y mettre tout et n'importe quoi. L'autre jour, j'ai entendu une conférence, enfin un extrait, où un pasteur, enfin un fondateur de mission très âgé, qui continue d'être un évangéliste de renom, qui disait, mais moi je suis pour l'IA. Je suis contre tout ce qu'on en fait de travers, tous les méfaits. Mais, il dit, aujourd'hui, en 2000 ans, on a réussi à traduire environ 2300 ou 2400 langues. Sachant que pour chaque langue qu'on traduit, il faut 20 ans, 25 ans. Pour la codifier, etc. Avec l'IA, ils vont pouvoir ajouter 2300 langues d'ici 2033. Ça, c'est bien pour la traduction de la Bible. Oui. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu Et il dit, mais d'ici 10 ans, on aura pratiquement doublé le nombre de langues accessibles, au moins oralement. Et du coup, ils ont fait un projet qui s'appelle, je crois, Lumo, qui est l'évangile. C'est juste l'évangile lu. Tu prends Marc, Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 28. C'est lu avec des images derrière, c'est bien filmé. Donc juste pour que des gens, des peuplades qui n'ont pas l'écriture, puissent avoir accès à l'évangile oralement, à minima oralement. Et bien en 2033, ils pourront traduire ça en 2300 langues, ce qui était absolument inimaginable avant l'arrivée de l'IA. Maintenant, on est d'accord de dire que tout ne sera pas parfait, il y aura un tas de bouleversements liés à l'IA, comme le jour où on a inventé le pneumatique, les charrons étaient en danger. Tous les gens qui vivaient quotidiennement du fait de faire des roues en bois avec cerclés de fer, c'était fini. Leur métier était condamné et puis c'était plus qu'un métier qui était à voir dans un musée. Donc, voilà. Tu as du progrès qui peut donner de bonnes choses, tu as du progrès qui peut engendrer la paresse. Et avant qu'on arrive sur l'IA, pour moi... En tout cas, ça crée du travail. Parce qu'avec les pneumatiques, il y a eu les excès de vitesse. Avec les excès de vitesse, il a fallu inventer le radar. Ah oui, ça a donné des débuts. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que il faut te remettre dans la perspective que Dieu veut atteindre tous les hommes. Alors, et dans cette perspective-là, il permet quand même des découvertes qui permettent de faire avancer les choses. L'IA n'a pas que du mauvais. Ah ben non, mais on parle de l'IA après. Parce que pour moi, le progrès technologique, c'est plus large que ça. Progrès technologique au détriment de ma liberté. Parce qu'il y a cette question-là aussi. Il y a, oui, je veux le confort de la technologie, mais en contrepartie, je troque une forme de liberté. On est d'accord. Aujourd'hui, quand on a nous-mêmes un petit espion à côté de nous tout le temps dans notre poche, parce que ça nous écoute, et puis ça nous écoute pour plein de raisons, on troque une partie de notre liberté pour le confort de la technologie. Est-ce que pour vous, ça vous semble être quelque chose de bon, de cohérent avec notre société? On aura bientôt, on n'a plus tellement le choix en fait, tout simplement. Mais est-ce que ça vous semble être quelque chose de sage? Est-ce qu'il faut le modérer? Si oui, dans quel cadre? Est-ce que pour vous, vous le modérez chez vous à la maison, dans l'intimité? Est-ce que vous le modérez ou pas du tout? C'est un peu, c'est le livre 1984. Oui, exactement. 1984. Tout le monde a une télé, mais ils sont
ils ont interdiction de l'éteindre pour qu'ils puissent continuer d'être surveillés avec la télé. Et ben chez moi, l'Internet est coupé de 10h à 7h du matin. On coupe littéralement, c'est coupé. Il n'y a personne qui a accès. Donc manuellement, tu éteins l'électricité. Tous les soirs, c'est fini de 10h du soir à 7h du matin. Ouais, parce on que arrête. tu as des jeunes à la maison. Oui. Ouais, c'est pour ça. Et- Ils ont de la 5G. Non, pas chez moi. Ah oui, il n'y a pas de 5G. Ouais. Non, pas de non, 5G là où on chez habite, moi. il n'y en a pas. Ah, voilà. Ah oui, chez nous, il y a de la 5G. Non, non, et Le puis le Sungo, téléphone il y en a reste pas. en haut dans le salon. Ah ouais. Non, mais c'est pas question. Ok, donc chez toi, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus rien le soir. Terminé. Chez toi, papa. J'ai plus que ta mère à la maison, tu vois. Donc, je me vois mal lui couper. Non, mais au-delà des enfants, pour toi, mais je personnellement, pense que quelle est ta la question lecture des enfants est quand même cruciale. Ouais, oui. Ah oui. Si Eh je oui. vous avais eu tous les 6 dans le contexte actuel, Ouais. il est sûr Ouais, c'est que important. j'aurais mis des limites. Ça, c'est certain. Ça, j'imagine pas ne pas mettre de limites si vous aviez été les 6. Bon, la Wi-Fi a jamais été coupée, enfin, sauf quand il y avait des bugs chez Free, quoi. Mais La Wi-Fi, à l'époque, on n'avait pas les mêmes accès non plus. Vous n'aviez pas tous des ordi. Mais vous même par pouviez rapport pas- à toi, Oui, oui. par rapport à toi, personnellement. Alors moi, par Ce exemple, rapport à la le liberté. soir quand je rentre, même 20h, 21h, je le mets sur mode avion. Ça, c'est un bon choix. Ou alors je n'ouvre pas un email, j'ouvre rien. Bon, d'abord parce que suivant ce que tu vas lire, tu dors plus. Mhm. Exact. Tu es embêté, ça te travaille, c'est C'est vrai, inutile c'est juste. et ça ne changera rien. Donc oui, à ce niveau-là, moi, j'aime avoir j'aime avoir du temps où je sais que je peux être dans le repos. Et le matin, quand je me lève, même chose. Je commence pas tout de suite par ouvrir en règle générale le téléphone. C'est pas mon premier réflexe. Je prends d'abord du temps pour lire ma Bible, je vais prier. Et puis Ça après va, il la est pas si journée. accro que ça. finalement. Après la journée commence. Voilà, après la journée. Après la commence. journée commence. Mais oui. Mais je commence pas par. En général, je commence pas Ah par. ouais. Je dis pas que ça arrive jamais. Que tiens, quel temps il va faire, ou bien tiens, j'attendais une réponse urgente. Mais en règle générale, ouais, c'est le dernier truc que j'ouvre le Ouais, c'est matin. important de maîtriser. Est-ce que vous réalisez, vous êtes conscient que vous troquez une partie de votre liberté, je m'inclus dedans, mais là je vous pose la question, vous troquez une partie de votre liberté en acceptant l'utilisation qui change beaucoup de Alors, choses, hein. Par exemple, les smartphones. Les smartphones, moi je te l'ai dit encore tout à l'heure, moi si j'avais plus besoin d'être dans des groupes WhatsApp, j'aurais un Nokia 3310. Est-ce que ça me changerait la vie? Nokia 3310 Tu connais plus les Nokia Ah 3310? oui, les- Nokia, oui. 3310, je ne sais C'est plus. les vieux, c'est Mais les avant- anciens. avant c'est- les- Mais smartphone. j'aimerais te dire qu'il y a maintenant, on vient de ressortir des téléphones, là, d'ailleurs c'est une invention française, où tu as plus que la possibilité du téléphone. Mais c'est Nokia 3310, ils viennent de le ressortir. Ah, mais mais, c'est quoi mais tu as une dame là qui a à Ah ouais, Paris, je savais là, pas. qui a. Mais parlait aujourd'hui, l'autre jour. dans notre contexte à nous, c'est impossible. Ah Mais ben de non. toute manière, la liberté, tu sors dans la rue, tu es filmé, où que tu sois. Notre liberté se réduit maintenant vraiment, en guillemets, plus que dans la maison, dans la mesure où tout ça s'est mis hors service. Tous les trackers et tout ça. Hein, Moi, je dois aussi. dire que, honnêtement, il y a une tentation à vouloir aussi, parce que des fois, il faut le dire, ça nous arrange quand même. Moi, si j'ai un gestionnaire de mots de passe et que j'ai pas besoin de tout réfléchir, c'est arrangeant. Ah oui. Des fois, tu te dis, je sais que tu en utilises. Ah, C'est j'en pour ça que je utilise. t'ai regardé. Mais c'est arrangeant. Quand je me dis que ma carte bancaire, elle est dans mon téléphone, combien de fois ça m'a sauvé la vie? Parce que j'avais rien et j'avais déjà fait toutes les courses et je suis arrivé au moment de payer. Mais je sais qu'on rentre dans un monde qui est Oui. surdirigé comme ça. Oui. Comment tu vis les choses, toi, Nathalie? C'est une bonne question parce que à la fois on est conscient que on peut pas faire sans, on est obligé, comme tu le disais, d'y être. Moi, je vois, il y a des personnes qui se refusent d'avoir une carte bancaire encore aujourd'hui. Ils vont être embêtés, quoi, prochainement. À la fois, je sais qu'on est traqué, qu'on est connu. Je sais que on peut pas faire sans. Et je me dis, moi, je me repose en Jésus. Je me dis, quand je peux pas faire sans, je me repose en Jésus. Mais dans la mesure où je sais encore par exemple, je refuse, moi, quand on te demande de accepter tous les cookies, tout ça, et ça demande de l'effort. Tu vas dans les paramètres. Je refuse.
Je continue à faire ça. Ouais, tu dois le faire la démarche. Je dois le faire la démarche. Ça prend un peu plus de temps avant d'ouvrir une page que tu as envie de lire. Oui, alors des fois, il y a continuer sans accepter. Ils sont encore gentils, ceux-là. Mais bien souvent, il n'y a pas. Quand il continue sans accepter, je le mets tout de suite. Oui, mais parfois, quand tu dois faire l'étape, refuser, cliquer dans tous les paramètres, sélectionner un après l'autre. Parfois, il faut payer 1 € pour lire un article, parce que tu vois... Bon, j'essaye tant bien que mal. Mais je sais très, très bien que ça m'échappe. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Alors, ça ne m'angoisse pas plus que ça, dans la mesure où je sais que ces choses, de toute façon, finiront forcément à nous dépasser et nous dépassent déjà. Et je me remets en Jésus, je peux dire que ça. Hein. Je pense qu'il faut se remettre à Jésus, ça c'est juste, hein, mais je continue à rester extrêmement vigilant sur la liberté, quoi. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'argent liquide. Désolé pour tous ceux qui veulent des barres bancaires. Et moi, je reste. Le seul argent qui d'ailleurs a de la valeur, c'est l'argent liquide. Hein. Tout le reste, c'est du numéro. Et encore aujourd'hui. Hein, ils en impriment beaucoup de l'argent liquide. Donc je pense que. Alors évidemment, il y a tous ceux qui voudraient l'éliminer pour pouvoir contrôler les mafias, etc. Je comprends. Je ne suis pas fermé à cette idée-là. Ceci étant dit. Non, restons à distance, quoi. Restons à distance, de ne pas nous laisser manger. Dès lors qu'on peut le faire, quoi. Dès lors qu'on peut le faire, et puis même se battre et dire non, et puis peut-être faire marche arrière. Voilà, notamment sur l'argent liquide. Moi, je suis prêt à défendre l'idée. Faisons marche arrière. Mais de toute manière, tu n'as pas le droit d'acheter aujourd'hui légalement. Tu ne peux pas acheter au-delà de 1 000 € avec de l'argent liquide. Ah oui, c'est vrai. De toute manière, tu es obligé ensuite de passer par d'autres moyens. Maintenant, on prend les chèques pour l'instant. Par exemple. Pour ceux qui les prennent. Oui, on est d'accord. De plus en plus mais rare, je pense qu'il faut là. Mais si tout le monde disait maintenant on arrête, on ne veut plus, on ne veut pas faire. Les Allemands sont encore. C'est simple. En fait, c'est nous aussi qui nous laissons pousser dans un coin de la réflexion. Mais on accepte, n'acceptons plus, c'est tout. Faisons obstacle. Mais donc d'un coup, tu vois ce que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que je l'entends, je suis d'accord. Mais de l'autre côté, ça te dérange pas, ou en tout cas tu l'acceptes d'avoir un mini espion à côté de toi. Je le maîtrise, je le contrôle. Mais qui l'a par exemple. Style par exemple. Voulez-vous votre géolocaliser? Non. Oui, non, mais d'accord. Mais le micro, il écoute toujours. Je dis plus souvent. Il a toujours cette capacité. Aujourd'hui, le micro, il écoute toujours. Ils peuvent toujours un hacker, même que tu actives le micro ou non, lui, il t'écoute. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Donc, écoute, alors, par exemple, je l'évite dans la chambre à coucher, par exemple. Tu vois, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, pour moi, on les a déjà acceptées, on les a déjà tolérées, et pourtant, c'est grave quand même ce qu'ils sont en train de nous faire. Oui, mais c'est très doux. C'est un subrepticement. C'est pas imposé. C'est toi qui vas acheter. C'est ça. C'est toi qui. Et puis on est toute jeune génération, là, ils sont déjà pleins dedans. Hein. Franchement, là, on n'est pas de la génération la plus récente. Mais tu sais ce que moi je pense que je vais faire mais je vais vraiment voir pour trouver un moyen, c'est que je vais laisser WhatsApp, parce que WhatsApp, tu peux l'avoir sur ton ordinateur s'il est relié à un téléphone. Donc je vais laisser un petit téléphone avec WhatsApp sur mon ordinateur et je l'utiliserai quand je bosse avec mon ordinateur et j'aurai mon Nokia 3310 à côté. Ah ouais. Pour que dès que tu sors dans la rue, on saura que tu es sorti dans la rue, puisque la caméra, elle t'a filmé. Ah, c'est pas pour ça. C'est pour pas me sentir harcelé par toute la sursollicitation, etc. constante. Et en même temps, à la fin, il y a celui qui contrôle tout. Du temps de Jésus, le recensement a été commandé, mais en faisant ça, ils ont obligé une prophétie à s'accomplir. Oui. Mais c'est pas pour ça. Moi, c'est pour d'être sursollicité constamment, d'être quotidiennement face à ces choses-là. Mais si tu l'arrêtes, t'es pas sursollicité. Si tu l'arrêtes, tu le mets si je l'arrête dans la rue, ça me sert à rien. Si je veux être joignable par ma femme. Mais là, on parle vraiment des inventions de ce type-là ces 20-30 dernières années. Maintenant, il y a plein d'inventions, ne fût-ce qu'au niveau, je sais pas, la pharmaceutique. On a fait des progrès phénoménaux. Qu'on se rappelle juste qu'entre 1900, je crois, je ne peux pas me tromper, ou c'est 1800. En tout cas, l'espérance de vie en français était de 46 ans. 1900, oui. 46 ans. Aujourd'hui, il y en a 81, et 1 an pour un homme, 84 pour une femme. Mais c'est intéressant que la Bible en parlait déjà de ces. C'est intéressant, ça. On n'est pas beaucoup plus loin que la. On n'est pas plus loin. Oui, absolument. On est 70, 80 ans pour les plus robustes. Tu vois, aujourd'hui, tu as des gens qui ont la prothèse auditive qui fait en même temps téléphone, etc. Donc ça fait bizarre des fois. Les gens dans la rue qui se parlent. On est vu ce matin, ils parlaient en langue étrangère. Et on est en train de parler de transplantation avec l'entreprise Neuralink, etc. Tu vas connecter l'homme à la machine de manière encore plus concrète.
Là, ça sera pas juste toi qui le travaille, là, il sera directement. Certains nombre de penseurs diront que c'est une prochaine évolution de l'homme. Ouais. C'est le transhumanisme. Ouais. Sachant que l'être humain, comme nous connaissons, n'était qu'une période, qu'un maillon d'une longue chaîne d'évolution. Et la prochaine étape, ce serait le transhumanisme. Ouais. Ça ne changera pas le problème. Quand je vois les Chinois qui sont montés sur la Lune, la face cachée, première réaction, on met un drapeau. Ah oui. C'est nous. C'est nous. On va arriver sur le sujet de l'IA parce que c'est un sujet extrêmement important et j'aimerais demander à Pierre-André de venir avec nous, s'il te plaît, Monsieur Moret de l'église de la Porte Ouverte. Salut Pierre-André, ça va? Oui, très bien, et vous? On est très très heureux de t'avoir avec nous. Tu nous as écouté un petit peu? Un petit peu, oui. Tu avais entendu l'IA qui a découvert un nouveau matériau pour les batteries? Oui, la partie solide en fait. Ouais. Trouver un matériau solide, oui, c'est assez intéressant. Alors Pierre-André, avant qu'on arrive sur l'IA, peut-être juste te présenter. Pierre-André n'est pas spécialisé dans l'IA. Exactement. Moi, je dirais que tu es quand même quelqu'un qui est quand même assez intéressé par le sujet pour bien maîtriser la chose. Et puis en plus de ça, tu es un informaticien, donc ça relie beaucoup à cette technologie-là. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'IA? Comment tu la définirais à un néophyte? Alors, pour faire très simple et prendre peut-être un peu à rebrousse-poil, je dirais que c'est juste un outil. Ouais. Donc, à chaque fois, on en a parlé là, avec les bétonnières, etc. À chaque fois que l'être humain est face à des défis, il va essayer d'utiliser sa créativité pour créer de nouveaux objets. Donc, avec l'informatique, on a réussi à avoir des systèmes qui sont déterministes. On va pouvoir toujours appliquer ce qu'on appelle des algorithmes et donc résoudre des problèmes très vite. Et par exemple, tu parlais de ton robot aspirateur. Ouais. Donc, ton robot aspirateur, il va régler le problème de je suis pas là, j'ai pas le temps, il va passer aspirateur. Mais s'il rencontre un fil, s'il rencontre une chaussette, ça va se prendre dans la brosse et tout son algorithme de je trouve un obstacle, je le contourne, s'arrête. C'est ça. Donc, on essaye de trouver des moyens pour rendre cet algorithme adaptable. Et donc, pour rendre cet algorithme adaptable, on va essayer de voir comment on pourrait détecter que c'est une chaussette. Donc, mettre une caméra et puis essayer de comprendre que là, ça va être une chaussette, ça va être un danger pour nous. Mais la chaussette, elle peut être grise, elle peut être noire, elle peut être rouge, elle peut être repliée. Donc, il faut trouver une autre manière que juste, il y a un objet devant nous. L'odeur de la chaussette. Oui, l'odeur, oui, on pourrait mettre des capteurs. Mais ça ne réglera pas le problème du fil. Et donc, pour trouver une solution, on s'est dit, toute la partie formule mathématique ne marche pas. Ouais. Voilà, j'applique une formule ou un ensemble de formules, ça ne marche pas, ça suffit pas. Donc, comme on a fait en informatique, on a beaucoup... on s'est beaucoup inspiré de comment nous on fonctionne. Je pense qu'il y a une forme de, on reproduit ce qu'on est. Un peu de mimétisme. Donc c'est comme la mémoire vive, la mémoire, le disque dur. En fait, ça reprend la mémoire de travail qu'on a dans notre cerveau, la mémoire de stockage. Enfin, il y a une volonté de faire comme on veut, mais quand on creuse dans les détails, même en biologie, je m'éloigne peut-être un peu, mais on essaye de, quand on va trouver des solutions, on va avoir tendance à se rapprocher de ce qu'on ne connaît même pas en nous, mais voilà, on va trouver des solutions qui sont assez proches de ce qu'on fait. C'est un peu une forme d'anthropisme. Et donc, là, ce qu'on a fait, on s'est dit, comment on pourrait... Comment notre cerveau fonctionne. Donc, on a tous des neurones, on en a entre 80 et 100 milliards, quelque chose comme ça. Et ils sont tous interconnectés par ce qu'on appelle des synapses. Et plus on va faire une action, plus on va entendre des mots quand un bébé apprend le langage, en fait, ça va renforcer certains liens et pas d'autres. Et donc, grâce à ça, on va apprendre. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? C'est-à-dire avoir quelques neurones en entrée, on va lui donner des données pour... Une IA, quand elle reconnaît une image, elle ne reconnaît pas une image, elle reconnaît un ensemble de points et de couleurs. Et donc, on va lui donner ça en entrée, on va lui dire, en sortie, on veut ça, puis au milieu, on va en mettre. Voilà, on va les agencer beaucoup par couche, ou on va les mélanger les unes les autres, et puis on va lui apprendre. Donc, quand on parlait des chaussettes, on peut aussi parler des chats et des chiens. Donc, on lui présente un chat, on lui dit ça, c'est un chat. La première fois, il va dire peut-être un chien, puis on va lui dire, non, tu t'es trompé. Et puis après, on va utiliser un ensemble de données, ce qu'on appelle l'entraînement. Donc, on va avoir des humains qui vont avoir vérifié plein de chats dans toutes les positions, toutes les races, voilà. Et puis, on dit, voilà, ça, ce sont des chats. Et puis, on va entraîner le modèle à reconnaître un chat. Puis, on lui dira, c'est bien quand tu as réussi, c'est pas bien. Après, bon. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que mathématiquement, il y a des formules, il y a des régressions, enfin bon. Et on va le faire pareil pour un chien, et puis après, il sera capable de dire si c'est un chien ou un chat. Mais sur un ensemble d'images qu'on lui aura pas fourni.
de nouvelles images. Par contre, on va lui mettre une voiture, il vous dira c'est un chien, parce qu'on l'a pas entraîné sur les voitures. Donc c'est qu'un outil. Une forme d'intelligence artificielle parce qu'il donne l'impression qu'il arrive ensuite à réfléchir et puisqu'il arrive à distinguer les choses. Ça nous bluffe un peu en fait, mais derrière c'est qu'un ensemble de probabilités en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que il y a déjà dans les années 90, je crois, on essayait d'imaginer, par exemple, un fort afflux suite à une pandémie, suite à une catastrophe naturelle. Beaucoup de gens qui arrivent dans un hôpital et puis on est débordé, donc on doit trier. Et alors, est-ce qu'on pourrait pas entraîner une intelligence artificielle à froid? On prend des profils types, on demande à des gens d'analyser, on entraîne le modèle, et après, quand on a un afflux, on utilise cette IA pour trier. Le problème, c'est qu'on a dit qu'il y a une entrée, une sortie, puis on entraîne le modèle sur un ensemble de données qui va s'autoréguler. Et le problème, c'est que ça va aller beaucoup plus vite qu'un homme, ça va peut-être être très bon à 90%, mais il va y avoir 10% d'erreurs. Et ces 10% d'erreurs, on est incapable d'aller les corriger. Parce qu'on ne comprend pas dans ces milliards de points les uns avec les autres, lesquels interagissent avec lesquels. Et c'est un peu le problème, c'est un peu la limite. Donc, dans les années 90, il y a eu des premiers tests, mais on est toujours en train d'essayer d'affiner ça. Ouais. Parce qu'après, si on applique, par exemple, l'IA à 1 milliard de personnes, voilà, il y a un problème pour 1 milliard de personnes. Voilà. Mais si l'IA fait une erreur à 10%, c'est 100 millions de personnes. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vite compliqué. Et voilà. Alors, l'IA, pour préciser la définition, donc l'IA est un outil qui sert à quoi? Chaque outil est censé avoir une utilité d'abord. Capable de s'adapter à des choses de faible variance, on va dire. C'est-à-dire que, si on dit ça c'est une tasse et puis qu'on la prend exactement dans le même angle, ce sera facile de dire c'est les mêmes pixels au même endroit. Mais si on la fait comme ça ou on la met là, il faut trouver un mécanisme pour s'adapter, pour qu'elle comprenne, à reconnaître l'objet. Ok. Alors quel est le potentiel d'une IA? Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que selon toi, l'IA, on en parlait en off tout à l'heure, l'IA ça fait longtemps en fait, mais aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça explose comme ça? Alors il y a eu, ça va surprendre un peu, mais les jeux vidéo en fait ont permis, ont nécessité de représenter un espace en 3D. Derrière, mathématiquement, c'est représenté par des matrices. Et donc, plus les capacités des cartes graphiques ont évolué, plus on a pu faire des jeux avec des graphismes excellents, mais aussi plus on a pu calculer en masse, en parallèle, des matrices. Or, on a pu aussi transformer les réseaux de neurones dont on a parlé en un outil mathématique qui sont des matrices. Et donc, on s'est retrouvé avec des cartes très performantes qui étaient capables de traiter des données qu'on était incapable de traiter avant. Parce qu'on a dit que le cerveau, c'était 80 à 100 milliards de neurones. Donc, quand on va commencer à simuler un fonctionnement neuronal, c'est pas les machines qu'on avait à l'époque. Même l'intelligence artificielle a été théorisée un peu, on va dire, ou sentie dans les années 50. Donc on n'avait pas du tout les outils. Et là maintenant, on a une débauche de capacité grâce à ces cartes. Et donc ça a été transposé. On a pu utiliser ces outils. Et je crois que c'est Meta qui va acheter 600 000 cartes graphiques pour pouvoir entraîner son modèle. Donc en fait, on a une puissance de calcul qui est arrivée, qui a permis comme on disait tout à l'heure, on prend des données d'entraînement, donc des photos, etc. Mais là, on a pu lui donner une énorme quantité d'Internet. Donc il y a du bon, du pas bon, et on l'entraîne avec ça. Et voilà. Et en fait, l'IA il y en a certains qui comparent l'IA à une espèce d'énorme algorithme de compression, parce que elle va transférer dans une autre dimension mathématique, on va dire, l'ensemble des données de manière abstraite. Et donc aujourd'hui, quel est le potentiel de l'IA? Qu'est-ce que ça peut concrètement changer à notre quotidien, à ce qu'on vit aujourd'hui, pour quelqu'un de lambda? Parce que de la même manière qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas une télévision, aujourd'hui, ceux qui n'en ont pas sont devenus des denrées rares. L'IA, ça sera la même chose. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un? Ça peut changer la manière d'interagir avec tous ces outils numériques. C'est-à-dire que ça va être une nouvelle interface, plus naturelle. C'est-à-dire qu'au lieu de taper, sur une ligne de commande ou dans un moteur de recherche quelque chose, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle du langage naturel. C'est-à-dire juste lui poser la question. Elle va le transférer dans un contexte et après, elle va faire la recherche pour nous dans son ensemble de données et restituer un résultat. Par exemple, Google ne servira plus à grand-chose dès le moment où tu as une IA, c'est ça? Alors, Google utilise aussi des IA. Et après, un moteur de recherche, je veux dire. Je dis Google parce que c'est ce qui est le plus connu.
Oui et non, c'est pas la même manière d'approcher la chose, mais c'est sûr que c'est une menace pour Google, qui le sent comme tel. Je te donne un exemple, je te l'ai donné tout à l'heure. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'acheter sur Internet, il va sur Google, il va chercher son article, il va lire les avis, il va regarder les notes, il va regarder les prix, il va comparer. Moi, dernièrement, je réfléchissais à faire un achat, je suis allé sur mon IA, je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais acheter ça, fais-moi un comparatif. Il m'a proposé différents trucs, j'ai dit, moi je l'utilise pour tel domaine, il m'en propose d'autres, et je dis maintenant, au vu de tous les avis, etc., selon toi, au vu de mon utilisation, qu'est-ce qui te semble être le plus pertinent? Donc, il est très précis, sans que j'ai eu le besoin de moi-même faire toutes ces recherches-là, en sachant que lui a tiré ses recherches. Mais est-ce que c'est fiable après? Ah oui, il était très Le précis. résultat était fiable. Ah Dans oui. le sens, est-ce que c'était vraiment ce qui correspondait Oui, à ton c'était besoin? vraiment ça. Ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Alors, il a compris La comment probabilité, fonctionnait. quoi. Ouais. Ok. c'est vrai que c'est très intéressant. Après, on a parlé tout à l'heure de l'impact de la technologie sur l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise un GPS, par exemple, pour se déplacer, on va plus forcément avoir de carte. Ça m'est arrivé, je suis tombé en rade de GPS dans un endroit que j'étais censé connaître parce que j'ai grandi quand j'étais petit. J'étais bien perdu parce que tous les noms des villes me disaient quelque chose, mais je savais plus laquelle était la plus proche. Et en fait, on délègue de plus en plus de choses du côté. Alors, quand c'est la force physique, c'est super intéressant. Quand on parlait de faire tourner la bétonnière, la machine à laver à la rivière, c'était quand même pas top. Mais au bout d'un moment, on délègue de plus en plus des tâches qui sont cognitives. Ouais. Et là, ça peut être gênant parce réflexion. Que autant physiquement, on peut avoir tendance, comme moi, à être un peu plus en embonpoint. Autant si on commence à faire la même chose, à déléguer tout, peut-être que notre cerveau va être un peu moins dynamique, on va dire. Et donc, c'est là où, par exemple, la recherche sur une IA, elle est très bien parce qu'elle va synthétiser tous les résultats. Mais on peut faire la démarche quand, moi j'étais tout petit, il n'y avait pas encore Internet et les recherches. Et quand on devait faire des exposés, on allait dans une bibliothèque, on prenait différents livres, on prenait plein de points de vue. Maintenant, on le fait sur Google. À un moment, j'ai été un peu chercheur pour Orange. On nous présentait des problèmes. La tentation était d'aller regarder ce qu'avaient fait les autres. Et donc, du coup, on peut rentrer dans un moule un peu d'une certaine manière. Et même le moteur de recherche actuellement, par exemple, quand vous faites des recherches sur Google, il y a un petit cookie, il sait un peu qui vous êtes, etc. Et au fur et à mesure, il va réduire le champ de recherche pour les liens sur lesquels vous avez cliqué. Et donc après, en fait, il devient de moins en moins pertinent. De plus en plus pertinent dans le sens qui va dans ce que vous avez tendance à aller chercher, mais de moins en moins pertinent dans le sens de l'ouverture à une analyse critique et à des réflexions. Et donc l'IA, elle va être encore un coin au-dessus parce que cette analyse critique, cette synthèse, elle va la faire pour vous. C'est ça. Et donc après, on se retrouve avec un résultat qui peut être faux parce qu'on a bien vu que c'est pas déterministe. On lui donne une voiture et il dit c'est un chien. Et donc s'il se retrouve avec des données qu'il n'a pas forcément comprises, il va donner un résultat parce que c'est un processus, on va dire mathématique à la fin. Donc il va donner un résultat. Mais ce résultat, il n'y a aucun moyen de savoir s'il est vrai ou faux. Et voilà. Donc ça peut être une limite. Alors effectivement, c'est très utile pour certaines choses, mais il faut quand même prendre un peu de recul. On va parler tout à l'heure on va terminer avec comment l'utiliser de manière responsable s'il faut l'utiliser. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je veux te dire, à la fin, tu achètes une voiture au prix d'un chien. Ah oui, alors là, c'est que tu lis pas bien. Là, c'est que tu lis pas bien. C'est vrai que ça peut conduire à l'abrutissement d'une population. Après, ce qui veut également dire la capacité de la dominer pour le GPS, tu vois. Parce que ce que tu n'apprends pas par toi-même. Oui, tout à fait. Dans le passé, c'est mon père qui me disait ça, et puis moi je peux encore faire la différence. On n'avait pas le GPS. Donc on était obligé de prendre la carte Michelin, on était obligé, je ne sais pas si tu te souviens de tout ça, mais tu retenais le chemin. Aujourd'hui, enfin ça dépend qui. Oui, ça. Mais quand même, on retenait beaucoup mieux les noms des. Oui. Aujourd'hui, tu réfléchis même plus. Tu mets dedans et puis j'ai quelqu'un qui m'est proche, qui devait aller à Lyon. Elle a rentré l'adresse, mais ça c'est pas. Et finalement, ça l'a emmené pour aller à Lyon. Elle a passé par Metz. Tu vois. Oui, avant, on n'aurait pas pu faire ce mais avant, tu ne serais pas parti sur Metz. Non. Oui, ou quand ça t'envoie à une ville homonyme et tu n'as pas fait attention au temps que ça devrait prendre. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, on parlera de
quelle est la limite et comment l'utiliser, parce que je suis assez d'accord, c'est un outil. Maintenant, ça va quand même révolutionner beaucoup de choses. Tu as parlé tout à l'heure du monde des jeux vidéo, qui là est du divertissement, mais ça va révolutionner au niveau des métiers. On a déjà parlé ensemble de la traduction, on peut parler de la communication. Quels sont un peu pour toi les métiers qui seront touchés par ça? On peut parler même de la médecine. J'en parlais avec mon frère aujourd'hui, l'analyse de diagnostic. Les IA, on a mis des diagnostics qui ont été faits pour des patients. On n'a pas dit si c'était une IA qui a fait l'interprétation ou un médecin. Les IA étaient mieux notés sur le plan empathique que les médecins eux-mêmes. Donc, et était plus précis aussi. Donc, ça va révolutionner pas mal de choses. Pour toi, quelle est un peu ta lecture de ce monde-là? Alors, c'est vrai que ça Quelles sont les choses qui pourront être révolutionnées? Ben, il y a quand même beaucoup de métiers qui peuvent être impactés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que... Alors, tu auras l'impression que j'évite la question, mais c'est pas vraiment ça. L'IA travaille avec un ensemble de données sur laquelle on l'a entraîné. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on prend une radio... En fait, cette radio, elle a déjà été analysée par un tas de docteurs. Enfin, ce type de radio du bras. Et un tas de docteurs ont donné les données, les diagnostics, et on a entraîné l'IA sur cet ensemble de données. Donc maintenant, on va refaire la même... Une autre personne va faire une radio de son épaule. Et là, on va avoir une IA qui va être capable d'interpréter. Mais si jamais c'est une radio du pied, j'exagère exprès, et qu'on ne l'a pas entraînée dessus, ben, elle sera incapable de donner un résultat. Donc ça veut dire que ça permet de synthétiser, d'avoir une réponse rapide, d'utiliser en fait la connaissance globale de tous les médecins, ce qui est un peu l'état d'Internet. Quand on va quand on cherche sur Internet, tout le monde met ses informations et on peut y accéder. Donc on va faire la même chose, mais c'est un peu à l'instant T. Il n'y a pas de créativité dans l'IA. Donc elle va pouvoir reconnaître des choses parce que dans le passé, on a eu tout l'historique et on sait que quand on a ça, on a cette fin-là, même si on s'est trompé humainement dans le diagnostic entre les deux. Donc elle va permettre d'aller plus vite là-dessus. Mais si on s'arrête à l'IA, qu'on ne lui donne pas de nouvelles choses, au bout d'un moment, on peut être amené à s'arrêter. Donc, oui, pour du secrétariat, on dicte le mail qu'on veut faire, on fait une traduction, tout ce qui va être analyse de tableau Excel pour savoir la montée ou la baisse de la bourse, etc. On peut utiliser pour un tas de métiers. Mais il y a quand même toute une partie qui est, on en a parlé des 10% d'erreurs. Si maintenant vous mettez des robots dans une usine qui va souder des portes de différents types, parce qu'on n'est plus obligé de faire la même, parce que l'IA s'adapte, et que tout d'un coup, pour une raison qu'on ne connaît pas, elle commence à souder les portes à l'envers, en fait, elle va le faire sur tout un lot. Donc il faut quand même un contrôle du résultat de l'IA. Il faut qu'il reste un mandat humain au-dessus de l'IA. Il faut que l'humain soit au-dessus quand même. Oui, je pense. Après, c'est sûr que ça peut déléguer beaucoup de tâches. Mais tu vois, c'est toi qui me disais, les traducteurs, dans 10 ans, ils n'existeront plus. Non. Même pas 10 ans. Tu vois, la traduction... Déjà aujourd'hui, le traducteur utilise beaucoup l'IA. Après, il contrôle ce que l'IA a fait. C'est-à-dire qu'ils ont un travail de correcteur. Mais ce n'est pas forcément eux qui vont faire le travail intellectuel, de traduire le texte. Voilà, je lis un texte et je le traduis. On l'utilise des fois au travail aussi. Tu peux leur dire, j'aimerais que tu me traduises de manière professionnelle, j'aimerais que tu me traduises de manière amicale. J'ai fait un compte-rendu l'autre jour à mes amis anglais. Ils voulaient un compte-rendu, moi je l'ai fait. Et je dis à l'IA, je dis, écoute, je voudrais que tu me le fasses avec le langage de la reine d'Angleterre. Donc elle l'a fait. Après à la fin, je voudrais que tu le fasses avec un langage à la Boris Johnson. Mais mort de rire. J'étais mort de rire. Donc après j'ai dit, maintenant je voudrais que tu me fasses dans un anglais courant. Voilà, on est courant. On a fait dans anglais courant. J'ai dit, voilà. Point 1, c'est la bonne. Point 2, c'est la reine d'Angleterre qui te parle. Point 3, c'est une Johnson. Tu oublies Johnson. Mais c'était marrant à voir. Après, j'ai vérifié que c'était bien la bonne traduction. C'était la bonne traduction avec les différentes variantes. Mais c'est ahurissant, quoi. Oui. Non, mais c'est très bluffant. Mais après, il y a une puissance de calcul derrière, d'entraînement qui est assez considérable. Pour moi, l'avancée de l'IA va permettre vraiment, les avancées technologiques vont accélérer en fait les choses. L'IA va accélérer les choses. Après, ça pose des problèmes d'éthique. Parce qu'au bout d'un moment, on en arrive à avoir un outil qui va nous aider à prendre des décisions. Est-ce que je préfère le traduire façon reine d'Angleterre ou façon professionnelle. Mais au bout d'un moment, les décisions, ça va être, par exemple, on va avoir des aides à la conduite. Il y a de plus en plus de voitures qui sont qui sont autonomes. Et donc, s'il faut éviter un accident, vaut mieux renverser le cycliste parce que le conducteur a 90 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux sauver le conducteur parce qu'il peut racheter une voiture? Enfin, j'exagère, mais voilà. Donc après, il va se poser plein de questions d'éthique sur qui va prendre la décision à la fin. C'est ça, ce qui m'amène vraiment dans cette question, justement. Mais est-ce
est-ce qu'on n'est pas dans ce monde dystopique de la fin, où ce qui nous semblait être de la science-fiction, mais aujourd'hui on s'y rapproche. Tu lis 1984, ou tu lis, moi je lis Le Meilleur des mondes là en ce moment. Meilleur des mondes, t'es dedans, t'es sur de l'eugénisme à fond, t'es sur l'utilisation de la technologie, mais avec des choix, t'es là-dedans en fait. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se rapprocher de ça? Je pense, après, par rapport à la science-fiction, il y a cette notion que l'IA a une conscience, elle a une autonomie propre. Ça, on n'y est pas encore. Par contre, on pourra développer après. Mais par contre, oui, sur la possibilité de contrôle, ça devient impressionnant. J'ai travaillé à un moment dans la partie télécom. Et donc, dans la partie télécom, il y a toute la partie écoute électronique. Voilà, il faut qu'on puisse faire des écoutes dans certains cas, cadrés par l'État. Et contrôle qualité un petit peu de l'appel et tout ça. Non, de terroristes qui parlent ensemble ou des choses comme ça. Des trucs. D'accord, ok. Bon, moi, on s'occupait de la partie technique, mais pas de la partie qui fait quoi. Enfin, dans les produits qu'on délivrait, il fallait s'assurer que réglementairement, on était capable de protéger cet accès. Enfin, et donc, on peut imaginer que quand on va écouter des gens, on est limité en nombre de personnes qu'on peut écouter, qu'on peut analyser. Mais si maintenant, on met derrière des intelligences artificielles qui vont faire de la transcription, qui vont comprendre le contexte, savoir si quand on livre une rose près du cimetière à 2h du mat, il y a des chances que ce soit pas pour le mettre sur une tombe. Dans ce cas-là, l'IA va être capable de le repérer, se dire il y a un truc là, et d'envoyer une information. Donc, ces outils-là peuvent permettre à terme un contrôle assez important. Et quand on voit l'ensemble des données qu'on donne, en règle générale, dont vous avez parlé tout à l'heure, en fait, même si on essaye de limiter nos propres données, il y a suffisamment de personnes qui donnent toutes leurs données pour créer des profils types. Et après, il suffit d'avoir un tout petit échantillon de vos données pour vous rattraper sur un profil type. Donc, on peut commencer à savoir votre mode de fonctionnement. Voilà. Après, pour faire un lien, si on vit par l'esprit, c'est peut-être plus facile de passer entre les gouttes, mais si on reste des humains, on a un ensemble d'hormones, de passé qui va avoir une tendance à prédisposer nos actions. Un comportement routinier, etc. Est-ce que tu penses que le temps viendra où l'IA peut s'auto-alimenter? C'est-à-dire que s'enrichir par lui-même? Parce que pour l'instant, l'IA est limitée à ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que la capacité en fait de l'IA est quand même limitée à la capacité humaine. Je ne parle pas en rapidité de calcul, etc., mais en connaissance qu'on lui fournit en entraînement. Alors là, on va rentrer dans un domaine qui est peut-être un peu plus, on va dire, théorique et voire philosophique. C'est-à-dire que, par exemple, Raymond Kurzweil, qui a été à un moment, il l'est peut-être encore, je n'ai pas suivi exactement, mais un des pontes de ces technologies-là au sein de Google, lui, ce qu'il voulait, c'était obtenir une forme d'immortalité. Et donc, pour lui, sa conception, elle est très matérialiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit, vraiment. L'esprit et la personnalité, en fait, c'est juste l'intrication des différents neurones entre eux et leurs différents poids. Et donc ça, on doit être capable de pouvoir, à terme, faire un mapping, un scan de notre cerveau, le mettre sur une puce en silicium qui va être capable de reproduire ce fonctionnement et de le faire évoluer. Et on se sauvegarde là-dedans et après, on est éternel à vie. Après, si on a une autre conception de la vie, si on a une autre conception de la vie, ben, pour nous, il y a un esprit. L'esprit et l'âme, c'est difficile à distinguer, mais il y a un esprit. Et donc, est-ce qu'on arrivera vraiment à une IA générale? Parce que là, on a parlé d'IA qui sont entraînées sur des domaines spécifiques. Donc là, si on parle de ChatGPT, c'est le texte. Après, il y a Stable Diffusion, DALL-E qui vont s'occuper de créer des images, etc. Puis maintenant, on essaie de les mettre tout ensemble. Mais il va manquer pour moi cette dimension d'esprit. Et puis quand on a entraîné le modèle, il est statique. C'est 50 gigas de données multidimensionnelles au sens mathématique. Mais il faut lui donner ce qu'on appelle un prompt. On lui dit, t'as un script qui va l'initialiser. Et donc il manque encore cette partie un peu auto-initialisée, Mais c'est vrai qu'il y a des recherches là-dedans. Je sais que OpenAI a par exemple utilisé ChatGPT 3.5 ou 4, je sais plus, pour contrôler leur nouveau modèle et puis s'assurer qu'ils auront des moyens avec un modèle de capacité inférieure de contrôler un modèle de capacité supérieure qui pourrait dépasser notre intelligence. Donc comment on en parlait tout à l'heure de ces deux IA qui devaient discuter ensemble. Ils ont mis une troisième dedans qui devait espionner. Et les deux autres ne devaient pas se faire comprendre et qui ont inventé un langage qui aujourd'hui n'est plus compris par les humains. Donc on ne sait pas,
C'était dans la traduction. C'est-à-dire qu'on prenait du coréen vers l'anglais, de l'anglais vers le japonais. Et puis après, ils ont essayé de faire une IA qui allait essayer d'optimiser la puissance de calcul, le nombre de neurones qu'on active, etc. Et à la fin, en fait, les IA se parlaient directement et on pouvait traduire du coréen au japonais sans passer par l'IA qui avait déjà été pré-générée. Et effectivement, on ne comprenait plus leur méthode de discussion. Mais c'est une optimisation, on va dire. Il n'y a pas de conscience propre. Tu as entendu parler des lois de la robotique, je ne sais plus qui c'était. C'est Isaac Asimov. Ouais. Isaac Asimov, qui nous dit justement que c'est là où on arrive après sur de la science-fiction, mais c'est un peu le film avec Will Smith. Comment il s'appelle ce film avec Will Smith? AI, non? Ouais, c'est ça. Ou iRobot. iRobot. Mais justement, qui a cette conscience, etc. Est-ce que pour toi, on va arriver dans des choses qui vont limiter l'humain? Parce que, en fait, moi, quand je vois ça, tu l'as abordé tout à l'heure, ça peut être de la régression humaine. Si tu l'utilises mal, ce qui, à vrai dire, est fait pour la plupart, ça encourage à la paresse, etc. Si tu l'utilises mal, mais tu vas régresser en tant qu'humain, l'humain va régresser. Pour la plupart de l'humain va régresser, va moins avoir de mémoire, moins de capacité cognitive, moins de réflexion. Là où l'IA, tu l'as tellement nourrie toutes ces années qu'elle continuera au moins sur sa lancée. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas un décalage? Pour moi, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que j'en sais rien. Mais pour moi, il y a cette limite déjà philosophique de l'esprit et de l'autonomie et de la conscience. Je ne pense pas qu'on en soit arrivé là. Après, ce qui est compliqué, c'est que comme on a entraîné, par exemple, ChatGPT à avoir de l'empathie, on peut être, en tant qu'humain, circonspect, en fait. On se dit, mais en fait, cette personne, on l'identifie à une personne, elle a peut-être des sentiments, comme on est habitué à interagir entre nous, à regarder, percevoir les émotions via le visage, via la manière d'écrire sur les réseaux sociaux, juste en texte ou par la voix, on peut être amené à projeter des émotions sur un algorithme, en fait. Et comme cet algorithme, son objectif, c'est de réussir de se faire passer pour un être humain, ça marche. Et c'est déjà au Japon. Hein. Oui, ça commence déjà. Mais il y a même des influenceuses qui sont en fait uniquement des IA. C'est ça. Mais t'as des chaînes télé. Je sais pas si tu l'avais entendu, celle-ci, une chaîne télé qui est dirigée, faite par une IA. La personne, c'est une IA. Les informations, c'est l'IA qui la cherche. Donc toutes les informations. Si tu regardes la chaîne télé d'informations, tout est fait par une IA. Après, il y a même des jugements qui ont été faits avec des IA. Après, il faut garder un contrôle, je pense, humain. Il faut que ça soit qu'une aide. Ouais. Parce que, c'est ça. Moi, des fois, quand je lui fais retraduire des textes, elle fait un non-sens. Mais je suis là, elle m'a aidé à le tourner de la manière dont je voulais, dans la langue que je ne maîtrise pas absolument. Mais par contre, il faut la surveiller. Alors, comment justement comment l'utiliser de manière responsable? Parce que pour moi, c'est surtout ça. Comment on l'utilise de manière responsable? C'est intéressant, mais il ne faut pas que ça nourrisse ta paresse, faut pas... Alors, il y a dans les tâches très répétitives, genre on a un ensemble de données, texte par exemple, qu'on doit mettre dans un fichier Excel, elles sont non formatées, on ne peut pas juste mettre des virgules, ça va prendre beaucoup trop de temps. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de montrer à l'IA la première fois ce qu'on fait et lui demander de faire la suite, de revoir du code ou des choses comme ça peut être très utile. Après, il ne faut pas en faire, entre guillemets, une sorte de dieu, quoi, je lui pose une question, il me répond et c'est définitif, c'est ça qu'il faut que j'utilise. Donc un juge qui fait ça, par exemple, moi je comprends pas. Parce que c'est lui qui a la responsabilité de la décision, il peut pas la déléguer à une machine. Donc c'est l'utiliser. Comme on disait tout à l'heure, on prend un marteau, on peut casser un mur ou casser la figure de quelqu'un. Donc après, il y a une intention. Et quand on parle aussi des entraînements, les entraînements ont une intention aussi. C'est-à-dire qu'on va donner un modèle on va donner une tonne de données. Et après, quand il y a eu plein d'excès, où les premières IA, en fait, elles devenaient violentes, vindicatives, agressives, au fur et à mesure de la discussion, en fonction de là où elle allait prendre dans son espace de données les informations. Et donc après, on va rajouter des couches de contrôle. Et quand on rajoute des couches de contrôle, en fait, il y a une volonté derrière. Et c'est comme un peu quand Google adapte les réponses à vos questions, elles sont adaptées pour vous, mais on peut imaginer que quelqu'un qui contrôle une IA peut l'orienter vers un point de vue. Et donc après, on va s'adresser à cette IA qui va nous répondre quelque chose, mais ce quelque chose peut être déjà préfiltré. Et donc on perd un moyen d'apprécier nous-mêmes l'information. Non, on va vraiment vers ce que la Bible dit, la capacité d'avoir un gouvernement mondial, la capacité de contrôler d'un seul point
d'influencer d'un seul endroit et d'orienter d'un seul endroit. Moi, en t'écoutant, ce que je me dis intérieurement, c'est... Ça me donne juste envie de dire, mais oh Dieu que tu es grand. Quand je vois tous les efforts qui sont développés pour essayer d'imiter le cerveau, et je me dis, mais tous ceux qui plaident pour l'évolution, etc., devraient se poser des questions. Face à toute cette énergie pour créer cette IA, qui pour l'instant est de loin pas encore à la hauteur, si ce n'est en rapidité de calcul, Ça fait d'énormes progrès quand même. Oui, ça fait d'énormes progrès, mais je me dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu es grand. Parce que quand tu vois de la manière dont les humains se répliquent, quand tu vois de la manière dont la vie est là, c'est juste glorieux. Oui, c'est... On parlait tout à l'heure de l'avancée, donc de l'avancée technologique. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Comme on l'a dit, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. La question de l'outil, moi je dirais que par exemple, pour donner peut-être des conseils aussi aux gens, l'IA, là où c'est dangereux, c'est par exemple quand tu le mets dans le monde chrétien. Parce que l'IA, moi j'ai entendu des chants de louanges composés par des IA, mais qu'on serait tout à fait capable de chanter, ça pose une vraie question. Ouais, Tout à fait capable de les chanter dans le cadre de la louange dans une église, par Des exemple. messages, des prières. Un message, ça je lui ai On déjà en avait demandé fait un plan. Mais par exemple, une fois je lui ai dit, est-ce que tu connais l'histoire des pas dans le sable? Je ne sais pas si tu vois l'histoire que c'est. Il dit non, je ne connais pas, est-ce que vous pourriez préciser? Je dis, c'est une histoire chrétienne. Ah, elle m'écrit, ah oui, je vois laquelle c'est. Elle me raconte l'histoire. Je dis, maintenant, moi, en tant que chrétien, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? Parce que c'est qu'une allégorie, l'image, l'histoire. Hein. Il me dit, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui vous porte. Gardez toujours vos regards fixés sur le Seigneur. Votre foi dépend de Jésus. Tu lis un pasteur. Hein. Ça va. Moi, j'ai tout de suite laissé des messages aussi à mes responsables en disant, je ne veux pas vous entendre utiliser l'IA pour préparer une seule prédication. Ce qu'il ferait, ça? Ah ouais. Bah oui. Ah ouais. Ah, mais tu as... T'en as faut déjà l'arrêter à dire, et t'en as déjà beaucoup qui le font. Même pas chez nous. Moi, je me refuse de faire ça. Ah ben oui, mais par contre, tu vois, moi, je suis un curieux. Donc, sur des choses scientifiques, je suis pas du tout un scientifique. Donc, par contre, j'aime bien comprendre. Mais je vais lui demander de vulgariser des choses. Ben, sur ça, je trouve qu'une IA, c'est hyper intéressant. Oui, ça peut être intéressant, si tu l'utilises pour apprendre de nouvelles choses. Pas que je maîtrise tout, mais tu lui dis, vulgarise-moi la théorie des cordes. Elle fera un effort où je vais pas comprendre. Elle va me dire, comment voulez-vous que vous la vulgarisez? Jusqu'à quel point? Alors, je pars du plus bas et puis on va monter et on va voir. Enfant de CP, tiens. Donc ça me permet d'appréhender des choses sans dire que je les maîtrise, mais ça me nourrit moi un petit peu. Après, il y a des choses où effectivement, je me refuse de dire c'est elle qui a raison, je vais prendre ça. L'achat que je vous ai dit, par exemple, ça m'a aidé à, au lieu de comparer moi-même tous les avis tout de suite, elle m'a fait un premier tri et ça m'a permis de me concentrer, etc. Après, dans les avis, il y a aussi des avis faux. Ah, mais il y a des Donc, avis faux. dont elle ne peut pas forcément le détecter. Nous-mêmes, on a du mal des fois. Donc, voilà, c'est l'utiliser comme un outil, mais toujours avoir un regard et essayer de comprendre ce qui en sort. Une distance. Quand on parle de domaines qu'on ne connaît pas, c'est sûr que c'est très pratique, ça synthétise. Mais si on n'est pas expert non plus dans ce domaine, on n'a aucune capacité de savoir si c'est vrai ou faux ce qu'elle a dit. Ça. Donc voilà, c'est là où il y a des limites. Est-ce que vous utilisez un petit peu l'IA ou pas? Ouais, des fois un petit peu aussi. Ouais. Toi? Pas pour l'instant, non. Toi, tu voulais acheter un téléphone qu'il l'utilisait, hein? Bah, je dois changer de téléphone, donc maintenant ils le proposent tous. Ce que je trouvais intéressant, c'est par exemple de parler en français et que l'autre le comprenne en anglais, tu vois. Oui. Pour lui faire, pour lui donner le sentiment que j'ai progressé. Quand il m'en a parlé, il dit, tu imagines, je suis en France et je peux parler à quelqu'un à l'autre bout du monde qui parle en chinois. Je dis, mais tu connais un chinois que tu appelles tous les jours, toi? Déjà, faut voir si c'est... Faut voir si c'est utile. Toi, Claude, tu l'utilises? Dans les traductions. Dans la traduction? Traduction, oui, avec DeepL. Ah bah ouais, mais dans ce que toi tu fais aussi. Ouais, mais je suis pas rédhitant, je suis plutôt lent au démarrage. J'ai besoin de sentir, j'ai besoin de voir, de tester avant de me lancer. Ça, c'était à l'arrivée de Google aussi, c'était la même chose. Oui, c'est vrai, c'était la même chose. Je me rappelle ma maîtresse, en primaire, quand elle nous a montré ça, elle a dit, mais surtout, n'utilisez jamais ça à la maison. Ça venait de sortir. N'utilisez jamais ça à la maison. C'est vraiment n'importe quoi. Ça comprend rien du tout. Aujourd'hui, ma pauvre maîtresse... Moi, j'utilise automatiquement Google ou comme ça. Tu vois, là, l'autre jour avec le canard,
Je ne savais pas trop comment il fallait faire. Mais quand tu utilises... Comment élève-t-on un caneton? mais quand tu utilises... des canetons. Quand tu utilises OK Google, tu utilises souvent OK Google, toi. OK, OK Google. Moi, oui. Il utilise de l'IA aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis par Google, oui. Maintenant, je ne vais pas sur chat GPT. Ouais, après, c'est d'autres outils, ça c'est... Mais en tout cas, que Dieu nous aide, parce qu'on rentre dans un monde qui va être aussi, à nous aussi. J'aime bien une émission comme celle-ci, parce que pour moi, elle va nous sensibiliser au monde dans lequel on va être amené à annoncer l'Évangile, aux gens à qui on sera amené à annoncer l'Évangile. Pour moi, c'est des gens on rentre de plus en plus dans l'assistanat. Tout n'est pas forcément bon. Il y a des choses qui peuvent être pertinentes. Mais je te laisse imaginer ce que ça aurait donné si Staline, à son époque, avait eu l'intelligence artificielle. Ah oui. Et c'est ce qui est devant nous. Mais oui. C'est ça ce qui est devant nous. Mais oui. Parce que quand tu vois les puissances qui montent, le type de personnes qui se montent à la tête... Mais chaque fois, on passe un cran, on passe un cap. Tout à fait, ça va vite. Et Staline, il n'y en a pas eu qu'un dans l'histoire de l'humanité. Non, mais Pol Pot, on cite un des plus récents. Ce que je veux dire, c'est que c'est des profils qui remontent à chaque fois, donc, et ils utilisent toutes les armes à leurs moyens, à leur disposition. C'est ça. Le but, pareil, c'est l'utilisation d'un outil. C'est pas tant l'outil lui-même. Parce que des millions ont su être anéantis sans l'IA non plus. Donc des millions ont été tués avec. Pour moi, le but de cette émission, c'est pas de pas faire peur aux gens, de pas exacerber la peur, mais tu comprends mais bien d'être sensible à la réalité. Ne plus pouvoir acheter ni vendre. Oui, on comprend mieux des passages de la Bible. Il y a des choses qui s'éclairent. Et là, tu dis, mais waouh, la Bible est. Ouais. Elle nous dit toutes ces choses Elle est et ça devient de plus en plus. Je trouve que ça devient de plus en plus évident. Voilà. C'est ça. On sait que c'est prophétique, mais là, tu te dis, tiens, la prophétie, elle commence à elle prend forme. Je dirais que ça se précise. On ne sait pas si c'est la dernière fois où il y aura ce genre d'envie de contrôle ou si ça va se libérer et qu'il y en aura une prochaine, comme il y a eu celle de 39-45, comme il y a eu celle du grand recensement du temps de Jésus, etc. Donc il y a des envies, des velléités de contrôle. Après, est-ce que ça va être le moment où le filet va réellement se refermer ou est-ce qu'il va se rouvrir? Voilà, c'est vrai. Et c'est quand même intéressant, par exemple, que Dieu défende à David de recenser son armée. Tu vois, derrière tout ça, tu as un tas de choses qui en découlent. Même que Dieu nous aide et qui nous donne de la sagesse avec ces outils-là, parce qu'effectivement, c'est des outils qu'il faut manier avec précaution. On ne donne pas une scie sauteuse à un enfant. Donc, je pense que c'est des outils qu'il faut manier avec précaution. Moi, je dirais même, informez-vous sur ces outils personnellement avant de les utiliser. Moi, je suis un curieux, donc je trouve que c'est intéressant une émission comme celle-ci, si elle vous sensibilise à ça, mais allez chercher un peu plus loin. Moi, je ne voudrais pas être médecin aujourd'hui. Parce que déjà avant, les patients venaient en disant quel était leur problème et quels étaient les médicaments qu'ils devaient leur prescrire. Mais maintenant, avec ça, ils vont avoir l'impression d'être des secrétaires. Et puis ça, on l'a pas évoqué non plus, mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, déjà maintenant, elle crée des problèmes avec l'utilisation des deepfakes. Oui. Tu vois des vidéos qui tournent d'hommes politiques, d'hommes connus. Ça pourrait être nous. Pape en doudoune dimanche. J'ai pas vu la prédication. En plus de ça, c'était un pasteur qui nous le présentait. J'ai pas vu. C'était un deepfake. Ouais, deepfake. Ah tu vois, on est connecté. Je l'ai pas vu la prédication. C'est incroyable ce que tu peux faire. Mais là, on arrive sur des choses où malheureusement, ce qui est démêler le vrai du faux. Je sais avec des prédicateurs américains. Démêler le vrai du faux va nous amener dans des choses. Ça va être le problème du majeur. Extrêmement compliqué. Ça me rappelle un vieux film. Quand j'étais jeune, il y avait un film qui s'appelait Running Man. Schwarzenegger. Puis à un moment, il y a une scène où en fait, ils veulent pas qu'il puisse sortir. En fait, je crois qu'il pouvait sortir. Je me rappelle plus tout le contexte. Mais par contre, cette scène m'avait impressionné parce que ils avaient essayé en 3D, en temps réel, de faire un petit film. Et puis, à l'époque, c'était même pas concevable. C'était vraiment de la science-fiction. Mais ça posait déjà un peu la question du est-ce qu'on peut encore croire nos sens? Et avec cette technologie, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, elle est diffuse. C'est-à-dire que même on parlait, on veut pas. On peut mettre notre téléphone de côté, on peut éviter de donner un maximum d'informations, mais il suffit que vous croisiez une Tesla et elle te voit. Elle te voit et elle c'est pas dit qu'on vous cherche, mais voilà, vous êtes stocké quelque part pendant un temps
que vous ne maîtrisez pas. Enfin, j'ai aimé le film Minority Report, Ah oui. qui justement parle de ces temps où on anticipe les réactions des gens. Ouais. Donc pour éviter les meurtres, on va analyser le comportement d'un tel individu, parce qu'on sait que s'il fait comme ça, il va réagir, enfin il va tuer sa femme. C'est ce qu'on fait déjà maintenant avec le terrorisme. On met les gens sur écoute, suivant ce qu'ils disent, suivant ce qu'ils font, etc. On les arrête avant même qu'ils... Là, c'est une anticipation comportementale. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir. Je pense qu'on s'est battu les 1984 ou le meilleur des mondes. Les gars, c'est il y a 60 ans, 70 ans. Donc, pour certains, c'est une dystopie, pour d'autres, c'est un mode d'emploi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Que Dieu nous aide. On va prier ensemble. Est-ce que Nathalie, tu veux bien prier, s'il te plaît? Volontiers, oui. Oui, Seigneur, pour nous, c'est tellement bon de savoir que tu es notre Père et que tu prends soin de nous. Devant la multiplicité, c'est vrai, de ce qui peut nous dépasser, Seigneur, toi, tu restes notre ancrage. Et je veux te confier, c'est vrai, chacun d'entre nous, tous ceux qui vont regarder cette émission, pour que notre sagesse puisse nous mener, c'est vrai, à faire des bons choix et à être prudents, simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent, comme dit ta parole. Exerce-nous, Seigneur, aussi par ton Esprit Saint, à faire attention à toutes ces choses. Surtout pour nos jeunes aussi, que nous te confions et que vraiment, dès leur jeune âge, Seigneur, nous prions pour qu'ils puissent te choisir toi. C'est le meilleur des choix possibles. Merci, Seigneur, pour qui tu es et pour ce que tu fais à travers, c'est vrai, à travers aussi ceux qui te cherchent, à travers l'intelligence, à travers toutes ces découvertes qui sont aussi bonnes bien souvent. Mais tu vois combien nous avons la question de qui est derrière. C'est pour cette raison, Seigneur, permets-nous d'être vraiment sensibles à ces choses et d'être prudents. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, particulièrement merci à toi, Pierre-André. Merci. Tu as fait, je le sais, un effort considérable pour la vulgarisation. Il s'est contenu. Et bon, tu as employé le mot prompt. Je me suis dit, je vais préciser quand même pour expliquer. Mais vraiment, merci beaucoup. J'ai trouvé ça hyper édifiant. C'est un sujet d'actualité et qui va le rester pendant un bon bout de temps encore. Donc, que Dieu nous aide. Chers amis, prenez le temps de la réécouter, peut-être, cette émission en quelques fois. C'est des réflexions aussi qui peuvent partir sur de la philosophie, mais c'est des bonnes réflexions parce qu'on va être confronté à des choses. On a déjà été par le passé et on va être confronté à des choses qui vont directement nous concerner dans la manière dont on traite notre vie quotidienne. Donc que Dieu nous aide. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission très intéressante. J'en suis sûr, même si je ne sais plus laquelle c'est. Et à très bientôt. Ciao, ciao.